Avant d'entrer dans le cœur de cet épisode que je veux consacrer à la confusion, je voulais auparavant expliquer pourquoi j'ai décidé d'intituler ce podcast « Sociothérapie ». Sociothérapie, c'est une référence au développement personnel qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années. Nous sommes dans des sociétés de polytraumatisés et cela impacte énormément nos comportements individuels et sociopolitiques. Il était temps de généraliser ce travail psychologique et de ne plus l'entacher de ce tabou que l'on pouvait avoir avant. Maintenant, là où ça m'a interpellée, c'est que dans ces ouvrages de développement personnel, on ne trouve aucune référence de l'influence de la société sur l'individualité et la psyché de chacun. Au mieux, on parle de la famille et du milieu du travail. Pour vous donner un exemple, on amène souvent dans le développement personnel les gens à être eux-mêmes, à être authentiques, à retrouver leur être profond. C'est très très bien, mais quand on sait que nos goûts, nos choix, nos habitudes sont en réalité le produit de toute une socialisation, d'habitus intégrés, de conditionnements sociaux et marketing, on est en droit de se dire qu'un travail purement psychologique est incomplet et biaisé. Vous pensez aimer ce pull? Bourdieu vous répondra que vos goûts sont socialement conditionnés par votre milieu social d'origine ou d'objectif. Vous avez aimé ce pull car vous l'avez vu porter par une influenceuse que vous appréciez et qui incarne le statut social que vous voulez atteindre. Il faut toujours rester vigilant là-dessus, parce que omettre cela, en quelque sorte, c'est s'illusionner d'être libre. C'est s'illusionner d'être soi-même. C'est en ça que je me suis dit que la sociologie était une thérapie. Elle aide ce travail de dépouillement personnel, que je préfère au développement personnel, puisqu'elle nous amène à discerner. Discerner ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Qu'est-ce qui est le fruit de conditionnement? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ce cheminement, ce pèlerinage du verbe peler, nous amène petit à petit à entrevoir ce que nous sommes dans notre essence et pouvoir par là même, non pas rejeter tout parce que indéniablement nous avons une personnalité et on doit jouer le jeu, mais faire les choses en conscience. Pour terminer sur cette courte intro, ce qui me gêne aussi dans ces approches purement psychologiques, c'est qu'on hyper-responsabilise l'individu. Ces approches de développement personnel sont d'ailleurs apparues dans le milieu managérial américain dans les années 60 pour augmenter la productivité et dévier les contestations sociales au profit d'une hyper-responsabilisation des individus, ou plutôt d'une hyper-culpabilisation. Tout échec, anomalie, problématique est lié à un mauvais mindset, une carence en résilience, un manque de travail sur soi. On occulte complètement les causes socio-politiques. C'est ce que la sociologue Eva Illouz appelle l'apicratie. Selon moi, on ne peut pas faire une véritable thérapie qu'en éclairant ce qui est en soi et à l'extérieur de soi. Nous sommes le fœtus et la société dans laquelle on baigne est notre liquide amniotique. On ne peut les séparer. Cette série entend donc aborder des thématiques qui feront le va-et-vient entre analyse sociologique et analyse psychologique. Revenons maintenant à cet épisode que je veux consacrer à la confusion. L'idée de cet épisode m'est venue face à un constat que tout le monde peut faire. Nous sommes noyés sous les informations. En l'espace de 20 ans, il y a eu plus d'informations qui ont circulé que depuis le début de l'humanité. Nous avons accumulé un nombre de data qui est juste abyssal. On parle de 915 000 milliards de gigaoctets publiés chaque année. Les encyclopédies font pâle figure face aux GAFAM. Les informations sont plus nombreuses, plus précises, plus diffusées et davantage croisées. Les gens passent en moyenne 7 heures sur le net par jour. Il faut rappeler qu'Internet est né de la cybernétique. En simplifié, la cybernétique, c'est le paradigme qui englobe de nos jours toutes les disciplines économiques, sociales, médicales, informatiques, industrielles, marketing, scolaires. La cybernétique, c'est l'étude des mécanismes d'information des systèmes complexes
explorés en vue d'être standardisés. En fait, on veut comprendre comment s'organise une systémie. Il faut savoir que tout est système. Le réseau des nerfs ou des vaisseaux dans notre corps est un système, le système nerveux ou le système sanguin, qui échange des informations électriques ou chimiques ou même hormonales. La famille est un système, chacun a un rôle et communique entre eux, un quartier urbanisé également. Tout est système. Ce paradigme a été développé par des ingénieurs juste après la Seconde Guerre mondiale et a pour ambition de modéliser les lois systémiques sur des supports informatiques. C'est là que va naître Internet. Notre période marque un tournant de l'humanité. Le génome humain a été entièrement séquencé en 2001. On a complété le tableau périodique des éléments chimiques récemment. On a étudié la psyché humaine dans les moindres détails avec ses centaines de biais cognitifs décryptés. On a analysé les sociétés du monde entier. On a sondé les mers, les terres, le micro, le macrocosme. Et on termine par la création d'Internet. Les ingénieurs ont toutes les pièces détachées sur la table. Tout a été déconstruit, disséqué, atomisé. Et qu'est-ce qu'on nous propose à présent en parallèle de cette déconstruction? Le métavers? Des lunettes de réalité virtuelle? Le transhumanisme? On déconstruit pour mieux reconstruire. C'est le fameux dissoudre et coaguler cher aux alchimistes que j'expliquerai dans un prochain épisode. On veut créer un nouvel homme, un nouvel âge, un nouveau monde, un nouvel ordre mondial en s'extirpant de tout l'ancien. Ce prochain épisode est essentiel pour comprendre encore plus ce qui se joue à notre époque. On plongera au cœur de tout ça, à savoir le gnosticisme. Je reviens à mon propos du départ. Nous avons donc Internet qui nous permet un accès aux informations inédites dans toute l'histoire de l'humanité. Cependant, ce déluge informationnel, pour reprendre les propos de Reda Kadri, conduit paradoxalement à un éloignement de la vérité. Comment se fait-il que nous disposions d'autant d'informations, mais que nous sachions si peu, disait Noam Chomsky. Nous disposons de beaucoup d'informations, mais en parallèle d'un appauvrissement des outils de discernement, à savoir la hiérarchisation, la contextualisation, les analyses approfondies et croisées. Tout est relatif, organisé en bulles informationnelles, chacun sa vérité, ou réduit à des slogans émotionnels qui stimulent la réactivité au détriment de l'esprit critique. Ce déluge informationnel est un des projets gnostiques des GAFAM, avec d'ailleurs son projet Alphabet, le projet Alphabet de Google en référence à l'arbre de la connaissance, dont je parlerai plus précisément dans le prochain épisode. Tout est axé sur l'accumulation des informations, sur la démocratisation des savoirs, médical, psychologique, technique. Alors cela peut paraître positif, mais je vais en décrire les nombreux écueils. Cette course à l'information est bien représentée par la mode de la lecture rapide. On veut lire beaucoup de livres, accumuler beaucoup d'expériences, de stages, apprendre des langues. Mais cette course est principalement ce qui pose problème. Le chercheur Johann Hari a démontré que notre temps de concentration avait énormément baissé. Le quotient intellectuel également. La rapidité de lecture ne permet pas d'intégrer, d'assimiler une connaissance, et encore moins de la vivre. La rapidité ne permet pas la profondeur, l'enracinement. Einstein disait « La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est qu'information ». Les soufis disent « Seul celui qui goûte sait ». Je peux tout savoir d'une pastèque, sa couleur, sa composition micronutritionnelle, sa zone géographique. Mais tant que je n'aurai pas goûté une pastèque, je ne sais pas. Rien ne peut remplacer l'expérience personnelle. On ne parle pas d'expérience contrôlée type je vais me payer un saut en parachute, mais celle que la vie, que Dieu nous propose. Les expériences nous révèlent à nous-mêmes, souvent dans la douleur, c'est vrai, mais elles sont la condition à notre édification. Actuellement, on ne se laisse plus toucher par la vie. On veut maîtriser la connaissance. Les savoirs livresques ont augmenté, l'humilité a baissé. L'information est sujette à manipulation, pas l'expérience.
Nous sommes donc face à l'illusion de savoir. On veut avoir le savoir, le posséder, l'utiliser même pour le prestige et le pouvoir. Il faut savoir que cette accumulation d'informations disponibles n'est pas compatible avec le cerveau humain qui traite une pensée à la fois, ou deux. Il y a bien sûr l'exception des hauts potentiels intellectuels qui réfléchissent en arborescence. Maintenant, cette infobésité est à l'image de l'obésité. Imaginez manger 15 repas par jour, même avec des repas sains. Les intestins vont immanquablement fatiguer et ne plus pouvoir digérer, c'est-à-dire littéralement distinguer ce qui est bon et qu'il faut envoyer dans le système sanguin pour être redistribué et ce qui est mauvais et qui doit être évacué. Avec autant d'ingestion alimentaire, la paroi intestinale va devenir poreuse et laisser passer des toxines dans le système sanguin. C'est d'ailleurs ce qui explique l'explosion des maladies modernes liées à l'inflammation. On mange trop, on jeûne peu. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le cerveau. Trop d'informations conduit immanquablement à fatiguer le système nerveux, qui n'arrive plus à gérer ce flux. Et cela va conduire à provoquer, comme pour les intestins, des problématiques de discernement. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le Covid. Dans ces moments de confusion, l'esprit est hésitant et va donc se sidérer. Imaginez quelqu'un face à deux chemins. Il ne sait plus, donc il ne bouge plus. Pour lever cette sidération, il va choisir le chemin le plus facile et non le plus vrai. Le chemin que le système nous facilitera. Ce processus d'accélération dû au nombre d'informations est capital à comprendre. Plus le nombre d'informations augmente, plus le temps s'accélère. Je répète, plus le nombre d'informations augmente, plus le temps s'accélère. Imaginez Internet au Moyen-Âge. Ça aurait conduit à accélérer les échanges, les découvertes, les inventions et les guerres, et donc une accélération de l'histoire. On le constate tous, nous sommes dans des sociétés où les changements se font rapidement, car les informations le permettent. Ce monde hyper informé conduit à un monde superficiel, atomisé, dématérialisé, sans histoire, hors sol, sans engagement, interchangeable, nomade, liquide, pour reprendre les propos de Zygmunt Bauman, et déraciné. Et que fait-on d'un arbre sans racines? On le fait facilement tomber. On le découpe en planches et on le vend au rayon Ikea. Il devient objectivable, numérisable, prévisible et interchangeable. La superficialité est l'ennemi de notre humanité, de notre verticalité. Cette accélération, cette superficialité conduit à une grande confusion. Rien ne semble solide, tout semble vacillant, bancal. Mais cela est vécu et vendu comme grisant. Une voiture qui va vite, des projets qui se réalisent rapidement, des récompenses immédiates, des likes, du plaisir, l'illusion du choix. Cette rapidité est associée au plaisir. Tout le système fonctionne avec la dopamine. On veut du plaisir tout de suite. La lenteur est vécue comme une anomalie, une frustration insoutenable. On veut des fraises en hiver. Ok, mais à quel prix? Polluer la terre, appauvrir les micro-organismes, déstabiliser tous les écosystèmes? La rapidité nous empêche de voir ou même de penser aux conséquences de nos actes ou à leur genèse. On est emprisonné dans le moment présent, dans l'immédiateté, tant vantée dans les ouvrages de développement personnel. Aussi, un gros paradoxe existe entre les informations hyper anxiogènes en flux continu et les réseaux sociaux savamment étudiés pour provoquer des pics de dopamine, donc de l'excitation et du plaisir. Ce double mouvement entre information hyper anxiogène et recherche de dopamine crée une boucle fermée et enfermante. Face aux actualités anxiogènes et à l'avenir qui paraît sombre, on préfère se réfugier vers des formes d'anesthésiants, comme un alcoolique ou un drogué le ferait pour oublier sa peine. La confusion se maintient, car l'intérêt n'est plus de rechercher la vérité en soi et dans le monde, mais plutôt de rechercher une satisfaction immédiate offerte à profusion par les réseaux sociaux. Un shoot dopaminique.
À ce déluge informationnel dont on a parlé au début de ce podcast, s'ajoute la contamination de théories confusionnelles à quasi tous les champs sociaux. Il y avait jadis le surréalisme, le mouvement absurde, le dadaïsme, le nihilisme, le relativisme. Et aujourd'hui prédomine avec un monopole assez large le déconstructivisme de Derrida, Deleuze, Foucault. Aux États-Unis, on appelle ça la French Theory. Ce paradigme défend la nécessité de déconstruire les normes sociales car celles-ci seraient à l'origine de toutes les inégalités. Le wokisme se réfère beaucoup à ces concepts. Il s'agit de déconstruire le patriarcat, l'ethnocentrisme, l'homophobie. Démarche qui est, selon moi, saine au début, voire élémentaire. Déconstruire des normes proposées comme allant de soi et constituant des supports pour la domination est salutaire. On pense effectivement au patriarcat qui considérait la femme comme une enfant, ou pire, le démon tentateur, pour justifier sa domination. Ou encore l'ethnocentrisme qui a longtemps hiérarchisé les ethnies pour justifier sa domination coloniale et esclavagiste. Donc oui, la déconstruction est une nécessité impérieuse. Mais tout comme la science peine à garder des limites éthiques à son travail, en transgressant par exemple la limite entre faire des recherches scientifiques pour réparer l'humain ou faire des recherches scientifiques pour l'augmenter et le modifier, voyez la différence et la frontière fine, cette tentation touche aussi le domaine de l'esprit et des sciences sociales. Car depuis lors, il ne s'agit plus de déconstruire les normes sociales, mais de déconstruire le réel. On est face à une véritable ingénierie sociale idéologique, à de la folie. Oui, on peut parler d'une idéologie folle, car ce qui caractérise principalement la folie, et plus précisément les psychoses, c'est d'être des pathologies qui coupent l'individu du rapport à la réalité. Tout est remis en question, même les faits biologiques, tangibles et concrets. Toute différence est vue comme une domination et une inégalité en soi. Dès lors, pour faire face à cette domination, deux propositions sont inconsciemment mises au devant de la scène publique. Revendiquer fièrement sa posture de discriminer, je pense à la Gay Pride, le body positif, les Femen, le Black Lives Matter, excusez-moi pour mon accent. On revendique fièrement ce qui a constitué par le passé la caractéristique qui était dominée, discriminée, humiliée et honteuse. L'autre mouvement est de se créer une identité coagulée qui efface toute différence, car cette dernière a été source de douleur. On est non-binaire, métis, intersectionnel, multiconfessionnel, xénogenre. On est là avec des personnes qui veulent régler leurs problèmes personnels sur la scène publique. Des petits enfants de noirs qui étaient esclavagisés veulent se venger sur des blancs de notre génération qui n'ont rien à voir. Les femmes violées veulent mettre tous les hommes en tôle. Tout est décalé, différé, généralisé et surtout inversé. On reproduit ce que l'on cherche à dissoudre. On hiérarchise, il y aurait les dominants et les dominés. On discrimine, on ne fait des réunions qu'entre ethnies, qu'entre groupes. On généralise et on englobe cela dans un climat de suspicion généralisée. Un homme qui tient la porte à une femme est un patriarcal misogyne qui considère la femme comme faible. Un médecin qui dit à une personne obèse qu'il faut qu'elle fasse un régime est un body conformiste qui la discrimine et impose sa norme sociale. Oui, on en arrive là. Une femme qui décide de faire un plat à son mari par amour va se questionner, s'interroger si elle n'a pas intégré les normes sociales genrées sexistes. Un Français qui avoue aimer les macroutes est taxé de raciste. On ne voit plus la bienveillance, même maladroite, c'est vrai. On ne voit que des rapports de pouvoir. Bref, c'est l'émergence d'un délire généralisé. Certains sociologues ont même remarqué que le statut social de victime était devenu une nouvelle ressource sociale à acquérir. On se vante d'avoir des traumas, des difficultés, une identité discriminée et de s'en sortir quand même. C'est l'héroïsme du faible, le syndrome Robin des Bois, voler ceux qui nous ont volés. Bon, j'apporte à présent un rééquilibrage de ce que je viens de dire. Certes, ce mouvement va dans l'excès.
et c'est ce que je dénonce. Mais son émergence provient de la non-résolution de la problématique des dominations. On a interdit l'esclavagisme, mais on le reproduit dans le milieu du travail. On dit avoir condamné le colonialisme, mais il perdure sous la forme néocoloniale, voire psychique. Et surtout, le pardon n'a pas été apporté à ces catégories de population dominées depuis des siècles. Les plaies sont encore béantes. Nous n'avons pas tiré des leçons du passé, qui inlassablement réhantent le présent, de manière plus forte. Maintenant, cette juste contestation est utilisée par l'ingénierie sociale pour, non pas diviser la population, mais l'atomiser, la dissoudre et réduire à néant toute velléité de lutte verticale vis-à-vis des élites dirigeantes. Cette dissolution s'effectue à tous les niveaux. Langage, famille, nation, système politique, travail et le plus grave, psychisme. Cette confusion génère des effractions psychiques, de la dissociation. C'est exactement ce qui se produit lors d'un trauma. Face à un choc, la psyché se dissocie, c'est-à-dire littéralement se sépare du corps, ou pire, se fragmente. Certains utilisent d'ailleurs le trauma pour reprogrammer l'humain. Le projet MK Ultra est le plus connu. Après un choc, il est facile de programmer quelqu'un. Cette technique est d'ailleurs employée à un niveau plus large, comme l'explique très bien Naomi Klein. Pour Ariane Billéran, le pouvoir totalitaire a pour vocation de nous amener à la régression psychique. Je cite, « Avec le totalitarisme, ce sont ces garde-fous qui sautent, à proprement parler, et nous font régresser dans la vie psychique la plus archaïque, marquée par le primat d'un état pulsionnel. » Elle ajoute, « La régression psychique est donc ce processus par lequel les piliers de civilisation que nous avions acquis dans notre éducation s'effondrent. » Et quels sont ces piliers de civilisation? L'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, la différence des générations et la différence des sexes. Dans le Coran, il est dit que le diable sépare ce qui doit être uni et unifie ce qui doit être séparé. En ce moment, on a un double mouvement, dissoudre et coaguler. D'abord, dissoudre, c'est le mouvement des constructivistes. On détruit tout ce qui sert d'ancrage, la famille, la nation, les religions. Et puis, en parallèle, nous avons un projet d'homogénéisation du totalitarisme qui veut effacer les différences, briser les frontières, flouter les déterminismes, coaguler. Le mouvement LGBT en est la preuve. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sans altérité, il n'y a pas de rencontre, pas de miroir de nous-mêmes, donc l'impossibilité de se connaître, c'est-à-dire naître en commun. La différence est ce qui permet de dire que le blanc est blanc, le noir est noir, le vert est vert. Il sert non pas à hiérarchiser, ce qui est préjudiciable, mais à distinguer, à discerner. Aussi, on remarquera que ces projets sont biopolitiques. Par exemple, le système utilise la souffrance réelle de ceux qui font de la dysphorie de genre en leur proposant des solutions chirurgicales et chimiques aux conséquences au niveau de la santé catastrophiques. Je pense aux transgenres qui perdent en moyenne 40 ans d'espérance de vie avec les lourds traitements qu'ils ingèrent. Pour reprendre Fabrice Adjadj, on a affaire à une véritable épidémie d'automutilation. Je ne parle même pas de la dysmorphie due au filtre des réseaux sociaux. Le déni de réalité est tellement important et soutenu par le système qu'il est vécu comme normal, sain, aligné. Or, il sert principalement ce système transhumaniste qui veut modifier l'humain. Quoi de mieux que de s'appuyer sur cette souffrance humaine pour introduire par la suite des propositions de plus en plus eugénistes, utérus artificiel, choix du génome, puce dans la tête. La transgression nous amènera aux mêmes conséquences que le maïs transgénique de Monsanto. On le plante, il pousse, les insectes ne le mangent même pas, il ne produit même pas de graines. Il faut en racheter chez Monsanto pour avoir à nouveau du maïs. C'est l'infertilité totale, la fin de l'humanité libre. Autre terrain d'attaque des théories confusionnelles et pas des moindres, c'est la langue, le verbe créateur, le qalem. Je vais citer Ariane Billéran car je n'aurais pas pu mieux dire. Attaquer la langue vise à nous empêcher de donner du sens à la réalité, à avoir des repères.
à mettre de l'ordre dans nos idées. L'étude de la grammaire est importante selon Hegel. C'est la structure maîtresse d'une langue. La grammaire est œuvre de discrimination au sens étymologique de trier et de séparer pour savoir disposer à sa juste place. Cette question de la séparation que permet la grammaire est la condition pour avoir les idées claires et sortir de la confusion. On veut détruire la charpente de la langue. On cherche à l'appauvrir pour déployer encore davantage nos états pulsionnels. Je cite encore Ariane Billéran. Le délire contamine le discours par des glissements de sens qui tordent la signification et peuvent par exemple banaliser des situations violentes ou exagérer des situations anodines. Comme le disait George Orwell dans son célèbre ouvrage dystopique, l'appauvrissement du langage a pour but de faire disparaître la pensée critique. L'épuration des dictionnaires entraîne un appauvrissement radical du sens commun et une impossible communication entre les êtres. Moins l'on sait communiquer dans la parole, plus la violence fait retour dans les actes. Cela me fait d'ailleurs penser à la sourate La Caverne qui évoque le peuple sans parole, qui ne parle pas et ne comprend pas, à savoir Gog et Magog. Un peuple purement pulsionnel à la violence destructrice. La communication permet la communion, la rencontre. Or, avec la destruction des langues, qui sont toutes mélangées, on s'éloigne de plus en plus des symboles que nous offre la science étymologique. On parle sans comprendre. À cela s'ajoutent les novlangues qui inscrivent de nouvelles réalités dans le sens commun pour faire oublier l'ancien. L'ancien étant réactionnaire, anti-progressiste. Ces confusions, ces porosités entre les hommes et les femmes, les générations, les cultures, le public et le privé, le créateur et les créatures, le réel et le virtuel, nous amènent à nous perdre complètement dans ce liquide amniotique qu'est la société, dans la noosphère. C'est le projet totalitaire. L'État veut agir sur tout, tous les domaines de vie, le public et l'intime, le micro et le macrocosme, la matière et à présent l'esprit. Pour finir mon propos, je tenais absolument à vous faire écouter un extrait d'un épisode de la série télé X-Files qui résume, selon moi, parfaitement ce podcast. Docteur Hill, je présume? Les jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça m'étonne pas. C'est quand la dernière fois que quelqu'un s'est senti atrocement honteux d'avoir fait quelque chose? Même avec une preuve solide à l'appui, l'argument serait toujours « oui, mais c'est hors contexte ». Ok, mais de quoi je devrais avoir honte, moi? Vous avez passé votre vie entière à rechercher la vérité qui se cachait derrière chaque grand complot, et ce n'est que maintenant que vous découvrez qui je suis. Ou bien ça prouve seulement que vous êtes doué pour vous cacher du reste du monde? Me cacher? Je suis dans le bottin, même si plus personne ne sait ce que c'est de nos jours. Je dois avouer que le peu que je sais de vous, je l'ai appris grâce à une vidéo douteuse sur le net. Oh, et vous avez aimé? C'est moi qui l'ai faite. C'est ma nouvelle plateforme, les fausses fake news. Ça consiste à ne parler que de faits vérifiés, mais présentés de façon à ce que personne n'en croie un traître mot. Dans quel but? Le but ultime. Donc, lorsque j'ai appris que vous connaissiez enfin mon existence, mon cher Mulder, j'ai pensé qu'il serait plus professionnel de vous rencontrer pour vous dire ce qui va suivre en personne. Vous êtes mort. Oh. Non, ça sonne mal. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Vous êtes un has-been. Votre heure de gloire est derrière vous. Je vois. Et qu'est-ce que vous appelez mon heure de gloire? Eh bien, c'est une période au cours de laquelle les gens de pouvoir pensent qu'ils peuvent garder leurs secrets secrets. Et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça continue. C'est fini ce temps-là, je vous assure. On est entré dans une ère post-complot, post-dissimulation, si je puis dire ainsi. Et ça ne m'étonnerait pas que les jeunes trouvent une formule pour décrire le phénomène. Poco, par exemple. On les entendra dire « Oh, c'est trop poco ». Là, vous regretterez vraiment de pas être mort. Tant que la vérité éclate, ça me va. Personne n'en a grand-chose à faire que la vérité éclate. Parce que le public ne sait même plus ce que le mot vérité signifie.
ça? Eh bien, je pense que les gens ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je crois qu'il y a toujours une vérité objective, une réalité objective. Oui, alors... Revenons à l'effet Mandela, par exemple. Eh bien, dans le temps, je serais jamais venu ici et je vous aurais jamais avoué que je suis tout à fait capable de modifier la mémoire collective. Cela aurait voulu dire que je pouvais aussi contrôler le passé. Et si c'est exact, alors comme le disait Orson Welles, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est George Orwell qui disait ça. Pour le moment. Enfin bref. Le plus important, c'est que je peux vous parler de tout ça ouvertement, parce que je me fiche que quelqu'un nous entende. De toute façon, personne ne saura s'il doit y croire ou pas. Pour être honnête, moi j'y crois pas une seconde. Bien, pensez ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde fait déjà de toute façon. Vous ne faites que prouver ce que je dis, crétin. Quoi? Mais je dois avouer que vous avez raison. Je ne peux en effet manipuler l'esprit de personne. Et puis entre nous, je n'en ai pas vraiment besoin. Il suffit seulement que quelques-uns soient convaincus que c'est possible. Ensuite, il ne me reste plus qu'à semer les graines de l'incertitude. Tout ce qu'il faut en réalité, c'est un ordinateur. C'était ça votre but, la propagation de fausses informations sur le net? Peut-être bien. Vous savez, notre président actuel a dit quelque chose d'une grande profondeur. Il a dit « Personne n'en a la certitude ». À quoi faisait-il allusion? Qu'est-ce que ça peut faire? Comme vous avez pu l'entendre, l'homme interrogé par Mulder dit une chose essentielle. Nous sommes à l'ère post-complotisme. Il ne s'agit donc plus de se dire où se trouve la vérité, car plus rien n'est caché, tout se révèle. Les livres de Klaus Schwab sont en librairie. Mais plutôt, est-ce que j'accepte la vérité ou pas? La sortie de l'illusion, de la caverne de Platon, du déni, de l'amnésie traumatique collective, de l'euphémisation, de la sublimation du réel est profondément douloureuse. C'est une perte d'innocence, dans le sens de perdre cet angélisme qui sied à l'enfance. Mais c'est la garantie d'une santé mentale et spirituelle saine, d'une réappropriation de son être tout entier, de sa force et de son âme. On ne peut en faire l'économie. Voir le réel, c'est faire un contre-pied à la régression psychique voulue par le totalitarisme. Mais la vérité n'est pas l'objectif final. Ce sont les gnostiques qui pensent que le salut est dans la connaissance. Certains savent, mais sont dans le vice et la manipulation. Il faut plutôt pratiquer la sagesse, s'exercer aux vertus, anoblir son âme. La sagesse consiste à aligner tout son être, sa conscience, son cœur et son corps, pour que le cœur se relie à l'ouvrage. C'est relier ensemble intelligence, intuition et instinct. C'est pratiquer l'action ou la parole juste, au moment opportun, dans le lieu adéquat. Ce qui peut nous aider à faire face, c'est d'accepter le réel partout, tout le temps. Non, il ne s'agit pas de frappe chirurgicale, mais de bombardement civil. La chirurgie est employée pour soigner, pas pour tuer des innocents. Non, on ne fait pas une interruption de grossesse. Interruption fait penser à interrupteur. J'éteins, je rallume. Non, non. Là, il s'agit de mettre fin à la vie d'un bébé. Je pense notamment à la dernière loi qui autorise l'IVG à la naissance à terme du bébé pour des raisons économiques. On peut pousser l'exercice à plein de domaines de la vie. Il faut renommer correctement les choses, avec clarté et lucidité, et ne pas se prendre au jeu social et à la contagion délirante, pour reprendre Ariane Billéran. La contagion de la vérité peut se faire aussi. Il nous suffit de nous l'avouer à nous-mêmes et de le proclamer, à l'image de cet enfant dans l'histoire du roi nu, que je vais vous conter ici pour conclure mes propos. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi qui aimait être bien mis. Il avait un habit pour chaque heure du jour. Un beau jour, 2 escrocs arrivèrent dans la ville. Ils prétendirent savoir tisser une étoffe que seules les personnes sottes ou incapables dans leurs fonctions ne pouvaient pas voir. Ils proposèrent au souverain de lui confectionner des vêtements. Le roi pensait que ce serait un habit exceptionnel et qu'il pourrait ainsi repérer les personnes intelligentes de son royaume.
Les deux charlatans se mirent alors au travail. Quelques jours plus tard, l'empereur, curieux, vint voir où en était le tissage de ce fameux vêtement. Il ne vit rien, car il n'y avait rien. Troublé, il décida de n'en parler à personne, car personne ne voulait d'un roi sot. Il envoya plusieurs ministres inspecter l'avancement des travaux. Ils ne virent rien non plus, mais n'osèrent pas l'avouer, de peur de passer pour des imbéciles. Tout le royaume parlait de cette étoffe extraordinaire. Le jour où les deux escrocs décidèrent que l'habit était achevé, ils aidèrent le roi à l'enfiler. Ainsi, vêtu et accompagné de ses ministres, le souverain se présenta à son peuple, qui, lui aussi, prétendit voir et admirer ses vêtements. Seul un petit garçon osa dire la vérité. « Mais le roi est nu !» Et tout le monde lui donna raison. Le roi comprit qu'il s'était fait berner.